Bienvenue dans le Débrief Afrique consacré cette semaine aux littératures africaines, bien évidemment, pour faire écho justement au séminaire organisé par la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc. Objectif, bâtir un socle commun des littératures africaines et diasporiques surtout, en réhabilitant des continuités historiques, l'oralité et les grandes figures du continent. Le thème en dit long, les essentiels des littératures africaines vers une bibliothèque africaine de référence. Pour couvrir cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau d'abord le bien nommé Eugène Ebodé. Monsieur Ebodé, bonjour. Bonjour et merci pour ce plateau essentiel. Essentiel, tout à fait, c'est le cas de le dire. Monsieur Eugène Ebodé est écrivain universitaire et administrateur de la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc. Ça, je l'ai dit, il est aussi par ailleurs journaliste. Son analyse et son regard apporteront justement un éclairage particulièrement riche sur les enjeux que nous réunissent aujourd'hui. Bonjour et bienvenue encore. Avec nous également le professeur Bouaza Benachir. Je commence par vous aussi, parce que Monsieur Benazir, bonjour d'abord, bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur Benazir, vous êtes chercheur marocain, docteur d'État, ancien élève de l'École normale d'administration de Paris, donc ENA, et membre de l'Institut des études africaines de Rabat. Votre parcours académique et votre expertise des questions africaines apporteront une perspective précieuse à nos débats. Bonjour et bienvenue encore. Avec nous également, Madame Noura Gerbel-Mousse. J'ai bien prononcé? Oui. Marhaba, bienvenue Madame. Merci de m'avoir convié à votre émission, Monsieur Thiam. Vous êtes bienvenue parmi nous. Madame Noura Gerbel-Mouche, je vais bien dire ça, est professeure agrégée de lettres modernes en classe préparatoire scientifique à Casablanca. Vous êtes doctorante en littérature. Vous êtes récompensée par plusieurs prix nationaux et internationaux déjà à votre âge. Vous nourrissez une réflexion d'une double pratique à la fois académique et créative qui enrichira forcément notre débat. À tous les trois, bienvenue. Merci. Merci. On va commencer justement parce qu'on parle de littérature, donc avec ces invités, on va justement parler de littérature. L'Afrique racontée par elle-même, comme le dit le romancier camerounais Mongo Betty. Je pense qu'on est juste à côté de vous. Il nous dit qu'écrire, c'est refuser le silence. Voilà ce qu'il déclare. Et ma question, c'est pour vous, Monsieur Ebodé. La littérature africaine est-elle encore aujourd'hui un acte de résistance face aux récits dominants produits par ailleurs? C'est à la fois un acte de résistance, de résilience aussi, et une affirmation de soi qui part des héritages. Et ce sont ces héritages que nous avons le plaisir de venir déployer, de venir discuter, parce qu'ils ont évolué. Tenez par exemple, parmi les héritages, il y a un grand segment qui est l'oralité, que d'autres appellent aussi orature, et qui est porté par les contes, les légendes, les fables et les griottes. Il se trouve que si je vous dis, par exemple, qu'au XIIe siècle, lorsque Soundiata Keïta réussit à remporter la bataille de Kirina au Mali, qui va donc être la préfiguration, la bataille décisive même, pour la création d'un grand empire au XIIe siècle, eh bien, il y a des personnages qui vont assurer et le côté légendaire, le côté épique, mais aussi le côté littéraire de cette aventure. Et ce côté littéraire, épique, chanté, raconté, historicisé, va être porté par une dame qui s'appelle Djelimousso Stougmayon. Personne ne la connaît. Sauf vous, bien évidemment. Non, enfin, je veux dire, quand même. Je la connais un tout petit peu. Oui. Et ceux qui s'intéressent à cette affaire, à l'affaire donc de transmission, de narration, de représentation de soi et de l'histoire. Écrire, c'est refuser le silence. Professeur Bouaza. Oui, c'est un acte sublime, de révolution ou de révolte. Vraiment, c'est un sublime énoncé d'ailleurs, avec des dimensions à la fois traumatiques et puis de refus ou de révolte, de lutte, et puis aussi d'esthétique, puisqu'il y a ici fondamentalement
une mobilisation du verbe écrire qui est à conjuguer à tous les temps, passé, présent, futur. Et puis cette conjugaison des temporalités fait que la résilience, comme il a été dit, n'est-ce pas, est en résonance avec le silence, en tant que le silence est un poids, n'est-ce pas, un traumatisme, l'effet d'un traumatisme. Et puis ce silence, il est, n'est-ce pas, destiné, ou du moins condamné à parler. L'écrivain a à parler, à faire parler le silence, car ce silence est si vous voulez, une chape de plomb qui, évidemment, interdit à la parole, à l'expression, à l'ontologie, à la cosmologie africaine, n'est-ce pas, de se manifester et puis de se déployer, aussi bien dans l'espace littéraire, dans l'espace imaginaire, que dans l'espace concrètement historique d'une certaine Afrique, d'une Afrique à venir, bien sûr, mais aussi d'une Afrique ou des Afriques, puisqu'il est question aussi d'essentiel des littératures africaines et diasporiques, de toutes les Afriques dans le temps du monde. Inscrire le silence, l'écriture et le refus dans le temps du monde, c'est une des définitions des essentiels, en tant que les essentiels sont poétiques et j'allais dire, culturologique. Oui, le professeur Benachir convoque là une mémoire littéraire aussi, celle qui a été magnifiquement portée par Mamadou Diouf, l'Afrique dans le temps du monde. Et c'est effectivement aussi cette opération que nous essayons de poursuivre. Absolument. À vrai dire, les écrivains africains, le plus souvent, mettent en texte des personnages masculins autant que féminins, envisagés comme victimes du système patriarcal, dont le père de famille, dit le seigneur ou encore le patriarche. Le lecteur se trouve en réalité face à des hommes qui confine la femme dans une condition subalterne, lui confère un statut mineur et nous nous trouvons face à des conjoints qui persistent à dédaigner leurs épouses, à déprécier leurs mérites, nous nous trouvons face également à des pères qui s'obstinent à désavouer, à renier leurs enfants naturels sans se reconnaître coupables pour autant. Et à réduire toute une famille au silence, au mutisme, d'où la voix qui fait défaut. Donc écrire serait subséquemment dénoncer les torts et les travers de la société, en l'occurrence patriarcale. Écrire serait accentuer l'oppression injustifiée exercée, voire sur ses proches, et repenser l'assujettissement et l'asservissement qui se convertissent parfois, mais combien paradoxalement, en servitude volontaire. Donc, en clair, écrire, c'est refuser le silence. Donc, c'est se révolter, c'est dire les mots. Professeur Boisa disait que justement que c'est un silence, mais un silence éloquent, finalement, qu'il faut dire, sur lequel il faut mettre des mots. Oui, et parfois aussi, le silence permet de porter l'écriture. Vous avez des écrits, moi je me souviens par exemple d'un texte de Jean-Joseph Rabea-Rivello sur précisément le silence, ou encore l'art de se taire, tel que l'abbé Dinoir nous y invitait. Et à propos de Mongo Betty, il faut aussi savoir qu'il situe cette phrase dans un contexte. Par exemple, un contexte colonial. Il a écrit Ville cruelle. Et dans Ville cruelle, il dénonce en effet la segmentation géographique entre une partie nord de la ville réservée à l'administration, aux populations blanches, intellectuelles, etc., au fond au commandement, et le Tanga sud, Ville cruelle. Donc la cruauté, c'est la séparation. Et cette séparation, nous ne devons pas la maintenir sous silence. Il y a un autre aspect peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit par le professeur Eugène Ebodé, c'est que rompre le silence, c'est peut-être déclencher un processus de reconstruction, n'est-ce pas, de l'identité de soi,
à la suite, évidemment, du délabrement anthropologique et psychologique, n'est-ce pas, des identités narratives, mais des identités aussi bien personnelles que collectives en Afrique comme de l'Afrique de l'ailleurs. Donc de l'Afrique vers le monde. Vers le monde. Justement, professeur Gerbel-Mousse, je reviens vers vous. Est-ce que décoloniser les imaginaires, c'est ce qu'on est en train d'écrire en disant, vous avez dit que peut-être c'est raconté de sorte aussi à punir, en tout cas à tenir en silence la femme, la gente féminine. Est-ce qu'il y a un problème encore de sexisme dans la littérature africaine aujourd'hui? Je pense qu'il persiste toujours. On assiste toujours à cette injustice, inégalité entre le personnage masculin et le personnage féminin dans la littérature africaine et en l'occurrence dans la littérature franco-maghrébine ou maghrébine dite d'expression française. Donc c'est un problème encore fondamental qui se pose. Maintenant qu'on est là au beau milieu des littératures diasporiques, africaines et diasporiques, il faut peut-être pousser à exister, sortir de l'oralité, cette oralité en tout cas qui nous est chère pour nous, mais qui est dénoncée aussi par ailleurs, parce qu'elle n'est pas transcrite. Non, nous allons y retourner, parce que comme disait l'autre, quand tu ne sais pas où tu vas, eh bien, retourne d'où tu viens. C'est ça. Il se trouve que l'Afrique a souvent été marquée au fer de l'oralité, comme si elle était dans l'obscurité. Dans la mosaïque des civilisations, la seule qui parlait. C'est pas possible. Non. Mais pour revenir à Mongo Betty quand même, pour que les exégètes ne nous jettent pas la pierre, il faut dire que c'est un agrégé qui s'est battu contre un pouvoir non seulement colonial, mais les représentants de ce pouvoir qui se succédaient. Et il a écrit précisément Remember Ruben, pour se souvenir d'un héros national dont la figure avait été martyrisée, maltraitée. Il a aussi écrit pour qu'on se souvienne des situations difficiles dans lesquelles les populations du Cameroun, pour ne pas le nommer, pouvaient vivre. Il a écrit un livre, un essai virulent, Main basse sur le Cameroun, précisément pour sortir de l'omerta. L'écrivain face aux crises africaines, parce que ça c'est important aussi, parce que l'alerte est lancée cette fois-ci par l'écrivain congolais que vous connaissez, les deux Congos, parce qu'il est né au Congo-Zaïre à l'époque, actuel RDC, et mort au Congo-Brazzaville, comme on dit. C'est Soni Laboutansi qui dit, je cite, « J'écris pour l'homme, pour que l'homme ne s'habitue jamais à l'inacceptable. » J'écris pour que l'homme ne s'habitue jamais à l'inacceptable. Mais vous savez que Soni faisait même, il a aussi dit une chose qui complète cette phrase. Je me souviens d'un de ses textes dans lequel il dit « J'écris et je crie pour qu'il fasse homme en moi ». C'est aussi ça, son combat. Le combat de Soni Laboutansi, qui est un écrivain effectivement du Congo-Brazzaville, mais qui a été l'une des figures de la francophonie par le théâtre et aussi par sa parole mobile comme aucun autre. Et c'était un écrivain qui s'intéressait beaucoup à l'espace hispanophone, si on peut dire. La Caraïbe l'habitait, il a été influencé par les écrivains venus d'Amérique latine, qu'il célébrait beaucoup. Et quand il écrit La vie est demie, il a un souvenir comme ça, l'automne du patriarche. Et il était effectivement sévère à l'endroit des pouvoirs qui ne se montraient pas toujours dignes de ce que les populations ou le hasard leur avaient confié. La question donc se pose, est-ce que l'écrivain africain, africain particulièrement, a encore une mission politique, M. Bouaza Ben-Nachir, et citoyenne? Est-ce que c'est une posture politique et citoyenne finalement? Oui, la généalogie même, n'est-ce pas, de l'écrivain ou de la littérature africaine et diasporique, c'est une généalogie, n'est-ce pas, couplée avec la violence. Violence historique, violence symbolique, violence même qui s'attaque à l'imaginaire, à l'identité,
personnelle et narrative, etc., etc. Cette violence, elle est évidemment à expulser, n'est-ce pas, à anéantir, n'est-ce pas, à mettre hors d'état de nuire lorsqu'il s'agit évidemment de construire un monde dans les mondes, c'est-à-dire un monde africain dans le monde global ou dans ce qu'on appelle la mondialité à faire, la mondialité à venir. Donc la politique forme avec l'écriture un attelage ou un binôme, et ce binôme est bien déconstruit et reconfiguré, repris par Sony Labo Tansi, entre autres dans La vie et demie, entre autres, ou dans ses travaux dramaturgiques. Ici, la citation réfère évidemment à la dimension politique. L'inacceptable, c'est l'inacceptable en tant que ignorance subie, évidemment, domination subie, mise dans les marges de l'humanité de l'Afrique et des Africains, et comment, évidemment, sortir de ces marges de l'humanité de manière à construire un monde décentré, un monde qu'on appelle pluriversel, un monde acentré, sans centre, un monde qui appartient à tout le monde. Oui, c'est une vision que je partage, d'autant plus. Je vais apporter un témoignage sur Sony Labo Tansi que j'ai personnellement connu et pour lequel nous avons mobilisé, lorsqu'il a été frappé par une maladie qui l'a emporté, nous avons mobilisé des musiciens, des chanteurs, pour venir auprès de lui, justement, et lui redonner souffle et énergie. Nous pensions que c'était encore possible. Il était très affaibli. Et Sony Labo Tansi, un jour à Lille, je l'ai vu dans un amphithéâtre à l'école de journalisme de Lille, alors que nous parlions de littérature africaine, effectivement, et que dans la salle, il se trouve que c'était un Mauritanien qui l'a interpellé en lui disant « Il nous faut des dictateurs ». Alors, Sony Labo Tansi l'a regardé, je me souviendrai toujours. À la fin, il lui a dit, il est allé le voir, il lui a dit « Mon ami, cette nuit, ne rêvez pas du dictateur. Vous me le promettez ?» Noura, oui. En mon sens, nous pouvons juger l'écriture de Tanis revendicatrice dans la mesure où elle s'inscrit dans la contestation. C'est que le lecteur est souvent rompu à ce qui relève, à ce qui est d'ordre admissible, acceptable et possible. Or, c'est bel et bien sur l'inacceptable qu'il met l'accent dans la citation en question. D'ailleurs, d'où les essentiels des littératures africaines pour juste réunir tout ça et mettre de l'ordre dedans, je crois. Est-ce que la littérature comme miroir des sociétés africaines de manière générale, c'est ce que nous inspire cette déclaration, cette fois-ci du Nigérian, l'écrivain nigérian, dramaturge, poète et metteur en scène, Wole Soyinka, qui, je cite, nous dit que la littérature doit ouvrir les yeux de la société sur elle-même. Est-ce qu'il y a ce côté introspectif aussi? Oui, il sait de quoi il parle, parce que lui, il a toujours eu les yeux ouverts. Wole Soyinka doit être de ces esprits, de ces hommes qui ne dorment jamais, et quand bien même ils dorment, c'est avec un œil qui reste toujours ouvert. Et sa passion, elle est double, à la fois la justice et la vérité. Quand vous avez ces deux passions, comment voulez-vous fermer les yeux? Dans un monde aussi injuste. Aussi injuste et parfois irritant, irritable, et en tous les cas, qui ne devrait pas laisser ceux qui ont la chance de pouvoir l'améliorer immobiles et sans ressources. Bref, Wole Soyinka, c'est aussi le dramaturge, comme vous dites. Celui qui, avec un livre étonnant, qui s'intitule... en fait, il y en a deux. Le lion et la perle, qui peut être une petite farce qui met en scène, en fait, un vieil instituteur, un jeune instituteur et un vieux notable courtisant une très belle jeune fille.
Et le miracle de Wole Soyinka, c'est que tout le monde s'attend à ce que ce soit l'instituteur qui emporte la mise, quoi. L'adhésion, oui. Si vous permettez, si je veux dire, si je peux utiliser ce terme. Et non, il y a comme un coup de théâtre, c'est le vieux notable qui, parce qu'il a plus pas de ruse, mais plus de sagesse, d'expérience. Et là, il met en avant l'expérience, et l'expérience ne vient que par une accumulation d'observations. Et de connaissances. Et de connaissances. Absolument. Et donc par les yeux ouverts, et l'âme aussi ouverte, et la conscience pas endormie, si je puis dire. C'est dit en tout cas. Professeur, oui, allez-y, Madame Noura. De prime abord, il convient de souligner que les écrits de Wole Soyinka s'inscrivent... Vous avez fait votre thèse sur lui, je crois. Oui, justement, s'inscrivent dans le postcolonialisme et le décolonialisme, qui sont d'ailleurs inextricablement liés. La quintessence même de ses œuvres, à cet égard, s'avère fondée sur la prise de conscience et la remise en cause des choses en adoptant un esprit critique. Lorsqu'une société, notamment celle étant anciennement colonisée, repense et réinterroge son passé autant que son présent, elle atteint à se décoloniser, et ce serait l'idéal, sur le plan linguistique, social, économique, ainsi de suite. Ce faisant, chacun des individus de la communauté sociale sera parvenu à s'auto-décoloniser, à décoloniser son esprit. Et ici, je fais allusion à l'essai du dramaturge et écrivain kényan Thiongo, qui s'intitule d'ailleurs « Décoloniser l'esprit ». Et c'est ainsi que la littérature accomplira la tâche qui lui est dévolue, qui est... pardon, je souhaite, si vous le permettez, Monsieur Thiam, donner l'exemple. C'est vous la professeure, moi je suis l'élève, quoi, et l'étudiant. Donner l'exemple. Donner l'exemple d'une pièce de théâtre qui est précisément un drame de Wole Soyinka et qui s'intitule « Les gens des marais », illustrant bel et bien la citation présente. Le protagoniste, qui se prénomme Igezu, se rebelle contre le cadi, qui est un serviteur et prêtre du serpent des marais, conçu comme étant un saint homme. Étant donné qu'Igezu s'aperçoit que celui-ci, c'est-à-dire le cadi, abuse de la crédulité ainsi que de la confiance des villageois, en les exhortant à donner des offrandes au serpent des marais ou au serpent palustre, et qui fait ici référence aux colonisateurs britanniques au Nigeria. Professeur Bouaza, est-ce que la littérature africaine influence-t-elle encore réellement les débats publics et la transformation sociale et sociétale? Parce que c'est ce qu'elle décrit finalement. Oui, votre question évidemment a à voir avec la citation de la littérature d'ouvrir les yeux de la société sur elle-même. Le Nobel Soyinka, évidemment, a maille à partir à la fois avec, j'allais dire, la réalité sociopolitique, etc., du Nigeria, et à voir aussi avec la nécessité de mettre au sein de la littérature un carburant qui s'appelle la culture yoruba, avec évidemment toute une transcendance, une cosmogonie, une cosmologie, etc., une ontologie générale, n'est-ce pas? Et puis, évidemment, à mobiliser, à investir ou à réinscrire la littérature, non pas seulement comme activité ludique ou fictionnelle, mais comme, évidemment, comme socle d'une épistémologie à mettre au service de la société, puisque la société, de son point de vue, est dissociée par rapport à quoi? Séparée de quoi? Séparée d'elle-même et du réel dont elle a évidemment à découvrir les socles anthropologiques, les socles économiques, etc., politiques, idéologiques, culturels. Mais votre question réfère évidemment à la conscience qui est celle du prix Nobel en question nigérien, Soyinka, conscience
dont un des mouvements génésiques, une des origines, c'est sa découverte, évidemment, de ce que l'on peut appeler le plaque atlantique, l'Atlantique noir, qui n'est pas une frontière entre les deux continents, mais qui est un pont ouvert sur, évidemment, la découverte de non pas seulement de la négritude version américaine, mais de la dimension panafricaine de la culture africaine dans sa totalité. Alors, cette jonction, cette convergence à travers le nom de Soyinka, convergence de l'Afrique continentale, de l'Afrique transatlantique et de l'Afrique afro-américaine, fait que les études post-coloniales comme les études post-décoloniales, ce qu'on appelle post-colonial studies ou décolonial studies, sont entre autres d'origine afro-américaine à travers les universités et les programmes dispensés qu'on appelle les Black Studies. Donc la question est de savoir qui donne la parole à l'Afrique. Donc c'est l'interrogation qui nous vient à l'esprit justement en relation avec ce que vous avez dit. Donc la citation aussi de l'écrivain et peintre marocain cette fois-ci, Tahar Benjeloun. Je vais le citer, vous allez voir. Écrire, c'est donner une voix à ceux qui n'en ont pas. C'est au professeur Nora, je pense aussi, Tahar Benjeloun, vous connaissez bien. Voilà, qu'est-ce que vous inspire sa déclaration, justement, pour rester dans la même dynamique d'explication tout à l'heure? En fait, la citation présente met l'accent sur les personnages qui sont, c'est-à-dire victimes du système patriarcal que j'ai évoqué tout à l'heure. Ouais, et il me vient à l'esprit un roman de Souad Baheshar qui s'intitule Le concert des cloches. Il s'agit au fait d'un trio d'amis, Raouda, la protagoniste, musicienne, pianiste en l'occurrence, et Bouraba et Behi, qui ont en fait, il est son serviteur, mais elle est son frère. Mais ni l'un ni l'autre ne le sait, parce qu'il s'agit d'un enfant naturel. Et bien, Souad Baheshar a, c'est-à-dire assimilé ce trio d'amis à un trio de cloches fêlées, de cloches aphones qui ne produisent pas de son. Mais tout au long du roman, ces cloches atteignent à, c'est-à-dire sonner clair et à crier haut et fort qui ils sont, ou plutôt elles sont. Si j'entends je veux dire les cloches, ouais. Et en se rébellant, en se révoltant contre, c'est-à dire l'oppression du patriarche. Donc la domination contre la domination. Michel Eboude, est-ce que les écrivains africains représentent-ils encore les sans-voix aujourd'hui, comme le décrit Tahar Benjeloun, ou sont-ils devenus simplement les porte-parole d'une élite culturelle aussi? Je pense que c'est tous les deux. Vous pensez bien, oui. et vous pensez juste. Je veux dire que l'académicien Tahar Benjeloun dit ici avec force ce que d'autres également ont pu prononcer avant lui. Je pense à la fameuse phrase de Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal. Oui, tout à fait. Ma voix sera la voix de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Vous connaissez cette tirade. Tout à fait. Et il rejoint effectivement une voix qui ne doit pas être ensevelie et qui doit aussi être dans une représentation de tous ceux qui n'ont pas toujours les possibilités d'être entendus, de s'exprimer. Et Tahar Benjeloun l'a fait à travers ses livres et même ses essais contre le racisme. Le racisme expliqué à ma fille, c'est de la thérapie sociale, en même temps une manière de dire que les porte-voix que peuvent représenter les personnalités de renom ont des responsabilités particulières. Absolument. Parce qu'elles doivent sortir, réparer, corriger et apporter des améliorations. Mais vous savez, les spécialistes de Wole Soyinka me vomiraient. Si vous ne revenez pas sur... Oui, si je ne revenais pas pour dire que... Je m'en doutais, oui. Wole Soyinka a aussi, comme le disait le professeur Benachir, en convoquant
la cosmo-citoyenneté, donnée à entendre à travers son théâtre. Et notamment, je l'ai annoncé, mais je n'ai pas fini, il a écrit un drame, La mort, l'écuyer du roi. et la mort, l'écuyer et du roi. Et dans ce drame, il raconte quelque chose qui s'adresse aux Africains. Revisitez vos traditions et faites-y bon ménage. Donc ça nous amène justement à la question de savoir comment retrouver confiance en l'histoire africaine simplement. C'est l'appel en tout cas du romancier et essayiste, cette fois-ci poète et critique littéraire chinois Achebe. On n'est pas loin de là aussi, je le cite, qui nous dit lui, le rôle de l'écrivain, c'est à vous, professeur Boisa, que je m'adresse, et d'aider sa société à retrouver confiance en elle-même et à croire en son histoire. La question est, la littérature peut-elle contribuer à construire le récit historique africain face aux héritages coloniaux? Oui, les trois citations me semblent, n'est-ce pas, constituent une polyphonie au sens de Stravinsky ou d'une musique évidemment africaine telle que celle que j'aime, évidemment, qui mettent ensemble, n'est-ce pas, des instruments avant, les percussions, etc., etc. Donc, écrire, faire de la littérature, et surtout ici, ce qui est important à souligner, c'est que les trois citations procèdent ou ressortissent de ce que l'on peut appeler la littérature d'idées. La littérature d'idées, et non pas seulement la littérature de fiction, n'est-ce pas, de fiction. Alors, là, concernant chinois Achebe, n'est-ce pas, aider la société à retrouver confiance en elle-même, c'est en même temps faire référence à l'entorse ontologique que représente, au cas vers représenter la colonisation, bien sûr, et d'autre part aussi l'esclavage, les traites négrières, et puis évidemment le néocolonialisme, c'est-à-dire finalement la conjonction de tous les facteurs qui font que, n'est-ce pas, la violence exercée sur l'Afrique, mais l'Afrique au sens État, culture, société, individu, femme, homme, mais aussi écologie, etc., etc. Ces convergences, bon, les trois écrivains, ou d'autres d'ailleurs, ou les autres, non, sont à restituer dans la perspective de la mise en résonance du concept d'Ubuntu, c'est-à-dire je suis parce que tu es. Je suis une personne, je ne peux être une personne humaine qu'à travers les autres personnes humaines, la communauté. Donc on a là effectivement la dimension planétaire des propositions des trois auteurs et surtout de celui de chinois Achebe. Mais alors, croire à son histoire, c'est faire en sorte que de produire les conditions de possibilité de la reconfiguration de l'acte de faire l'histoire, c'est-à-dire de se l'approprier, même si la bibliothèque dont elle procède serait la bibliothèque de l'autre. Les essentiels de la littérature, tels que projetés, conçus et théorisés par le professeur Eugène Ebodé, ici, l'Académie du Royaume, et l'Académie du Royaume du Maroc, rentrent dans cette perspective. C'est non pas d'une... je ferai référence ici à Saint-Augustin, n'est-ce pas? Oui. C'est de mobiliser les essentiels des littératures africaines et diasporiques dans le sens augustinien d'une diplomatie modérée. Une diplomatie, évidemment, qui n'a pas recours à la conflictualité, mais elle a recours, évidemment, au dialogue, à la transversalité, en fait, et puis, évidemment, à la transhumanité pour faire monde, mais aussi pour faire humanité, pour faire culture
au bénéfice de l'humain, mais aussi au bénéfice de l'Afrique et à travers le prisme de l'Afrique, à travers évidemment la diversité du monde et la diversité de l'humain. Là aussi, il y a une dimension politique, mais apaisée au sens augustinien de l'apaisement. Ouais, Nora voulait rajouter quelque chose. Je voulais juste corroborer ce que disait tout à l'heure le professeur Eugène Ebodé concernant le rituel chez Wole Soyinka. Effectivement, Wole Soyinka s'évertue à mettre en séance les us, les mœurs, aussi bien que les rites de la tribu, en l'occurrence Yoruba ou Yoruba, les deux appellations sont valides, et qui est une communauté ethnique en Afrique de l'Ouest, dans le Nigeria. D'ailleurs, les œuvres dramatiques de Wole Soyinka sont ancrées dans le théâtre Yoruba. Soyinka s'ingénie à mettre en scène la culture du peuple Yoruba, quand bien même elle revêtirait parfois, pour ne pas proférer des propos catégoriques, une veine tragique. En guise d'exemple, je cite le drame écrit par Soyinka, titré « Un sang fort ». Il s'agit du personnage d'Ifeda, un enfant étranger dont les villageois ignorent l'origine et qui jugent fou. Donc ils le taxent de démence uniquement parce qu'il leur est étranger. De facto, la coutume stipule que les habitants de cette tribu sacrifient les étrangers, attendu qu'ils les conçoivent comme étant porteurs de mal. De même, les rituels de la tribu n'ont aucunement épargné le personnage d'Eman, qui est un professeur étranger, et qui finit par choisir d'assumer symboliquement le mal, parce que le mal est porté sur le dos du personnage, et par redevenir son porteur, c'est-à-dire le porteur de mal, en vue de sauver l'enfant Ifeda. Et par faire montre de ce fait d'un son fort qui renvoie d'ailleurs à l'intitulé de la pièce en question. C'est dans ce sens que Wole Soyinka s'empresse de mettre à nu les rites tribaux qui se révèlent on ne peut plus ardu, voire impossible à extirper, dans la mesure où, loin de se cantonner dans des représentations et des pratiques anodines, insignifiantes, se veulent sacrés, invétérés dans le patrimoine culturel immatériel, dans l'identité culturelle, dans la mémoire collective, qui sont communément admis et consensuels. La pureté ou dont parle souvent Soyinka, pourrait être perçue comme une certaine impartialité, une certaine distanciation à l'encontre des pratiques tribales, nonobstant leur atrocité. Il se restreint à léguer la voix à ces personnages, de les faire dialoguer sans pour autant les juger. Et je reviens à l'exemple donné par le professeur Eugène Ebodé, La mort et l'écuyer du roi, où la coutume veut qu'après la mort du chef de tribu, son écuyer devrait se donner la mort. On tue le chien, on tue le cheval du roi, et par la suite, la tâche incombe à l'écuyer du chef de tribu de se tuer. Il s'agit en réalité d'une sorte de suicide rituel. Et le protagoniste, Élezan, ne s'est pas donné la mort finalement, non pas parce qu'il s'est résigné, mais parce que les autorités interviennent en vue de l'en empêcher. Oui, on le met en prison. Oui, mais c'est vers la prison, et c'est son fils qui son vient fils, s'immoler à la place. Hollande qui se donne la mort. Et je voulais juste... Ne racontez pas la fin, sinon ils ne vont pas lire, quoi, je crois. Non, juste pour avancer et terminer, parce qu'il nous reste une citation, on va finir sur celle-là. Parce que ça corrobore ce que vous êtes en train de dire, parce que cette fois-ci, c'est Mariam Abba, c'est une écrivaine aussi sénégalaise, une romancière. Une si longue lettre. Une si longue lettre, voilà, c'est connu. Il nous dit que le livre est une arme pacifique contre l'ignorance. Je veux qu'on termine sur ça, parce que la démarche aujourd'hui de l'Académie du Royaume du Maroc, c'est de créer aussi cette bibliothèque africaine de référence. C'est exactement ça. Nous avons un patrimoine éparpillé que nous ne connaissons pas suffisamment, parce qu'il est profond, il passe par les littératures orales, mais aussi par les littératures écrites. Elle ne date pas de la colonisation, nous le savons, puisque Saint-Augustin a été convoqué, c'est
le IVe siècle. Et saint Augustin écrit les Confessions. C'est un maître-livre qui porte d'ailleurs l'estampille des débuts de l'autobiographie que l'on assigne souvent un peu rapidement aux auteurs européens tels que Rousseau avec ses fameuses confessions. Mais, professeur Boisa, oui. Oui, mais pour parler du livre et de l'action de l'Académie du Royaume du Maroc, nous allons revisiter un patrimoine qui est énorme, gigantesque. En même temps, la perspective, c'est de créer une maison des mondes du livre. C'est pour cela qu'en convoquant l'universel, l'humanité tout entière, l'Académie se démarque des positions, disons, nationalistes, qui ont souvent été portées par d'autres nations qui ont eu de très bonnes idées. Par exemple, avec la maison Médicis à Rome, c'est une très belle idée. Mais celle de l'Académie du Royaume du Maroc, c'est de dire le monde va s'écrire à partir aussi de Rabat, à partir de l'Afrique. Et les nouveaux récits dont nous serons porteurs viendront de partout. Et nous ne serons que le réceptacle, ou en tout cas le facilitateur, la plateforme, en tout cas, oui, de cette nouvelle approche de la relation à la fois autour des imaginaires, mais aussi à travers l'objet livre. Merci, il a été trop bavard, donc je ne peux pas passer la parole. Professeur Boisa, une phrase dite. Oui, allez-y. Oui, la bibliothèque à construire, à reconfigurer, le corpus africain et panafricain dont il vient d'être question, il est à enrichir par ce que l'on peut appeler « other archives », c'est-à-dire les autres archives, c'est-à-dire des archives non institutionnelles. Et c'est comment engager, réaliser une harmonie avec le corpus existant et l'enrichir avec un corpus qui était jusque-là marginalisé du fait évidemment de certains mécanismes de l'hégémonie culturelle ou de l'hégémonie géopolitique. L'ambition de l'Académie du Royaume du Maroc, c'est dire et écrire l'Afrique et le monde noir, n'est-ce pas, la panafricanité, de la dire à partir du Maroc, à partir, n'est-ce pas, seulement le monde noir, c'est tous les mondes africains qui sont diversifiés et qui ne sont pas monocolores. Oui. Mais aussi, ce qui m'intéresse chez vous, professeur Boisa, c'est la bibliothèque et la sentimenthèque. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Ah, la sentimenthèque, oui. Vous avez une phrase parce que je finis, hein, dites-nous. La sentimenthèque, c'est la bibliothèque que nous portons en nous, qui est portative et qui est à tout le monde, mais qui, au risque des défis de l'histoire et des violences de l'histoire, on en perd quelques fragments, et puis évidemment, il en reste quelque chose. C'est ce qu'on a hérité et qu'on a à développer et à caprifier, à polliniser. C'est le sentiment de l'histoire. Merci. Le sentiment de l'histoire. Juste en rapport avec la dernière citation de Mariam Abba, j'estime que Mariam Abba s'évertue à travers ses écrits, notamment Une si longue lettre, qui est un chef-d'œuvre de la littérature africaine, particulièrement au féminin, s'évertue à mettre fin à l'abêtissement dans lequel patauge c'est-à-dire les sociétés patriarcales, et à l'aveuglement dans lequel elles sombrent. Et merci. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour vos éclairages. Je rappelle, professeur Nora Gerbel-Mousse, vous êtes professeur agrégé de lettres modernes et en classe préparatoire scientifique à Casablanca. Merci en tout cas, vous êtes doctorante aussi. Merci pour vos éclairages. Merci à vous, monsieur. Professeur Benassir Boisa, merci aussi. Vous êtes chercheur marocain, docteur d'État. Merci pour vos éclairages et vos contributions à notre émission. Merci à l'Académie du Royaume du Maroc. Merci à l'Académie du Royaume pour nous avoir donné cette opportunité. Et à votre antenne. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à nos émissions. Merci aux équipes techniques, éditoriales et de production. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci.